Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours, le quatrième, sur le chapitre puissance, fonction cube et fonction inverse. Commençons sans plus tarder la correction des exercices qu'il y a à faire pour aujourd'hui, c'est-à-dire la résolution des équations à inconnu réel x, l'exercice 40 donc. Alors je vais commencer sans plus tarder. Regardez, nous avons donc dans la question A, x au cube égale à 1. La meilleure façon pour le résoudre, c'est d'essayer d'écrire le membre à droite comme étant égal à un cube de quelque chose. Or ici c'est facile parce que 1 c'est bien égal à 1 fois 1 fois 1. Donc en particulier c'est égal à 1 au cube. Ce qui veut dire que x est égal à 1. Alors je tiens à préciser que le symbole que je viens d'écrire ici, ça se lit en français par le mot équivaut. D'accord? C'est pour ça que je l'utilise très souvent, c'est parce que ça me... En fait, c'est comme si je prenais un chemin un peu plus court pour pour écrire le mot équivaut et juste j'utilise un petit symbole. D'accord? C'est un raccourci si vous voulez. Ok, donc ça c'est pour la première. Ok. On va attaquer la deuxième. C'est x au cube égale à moins 8. Je pense que vous voyez aussi ici quel est le nombre caché. En effet, je peux écrire que moins 8, il est bien égal à, cette fois-ci, c'est moins 2 au cube. Vous remarquerez bien que moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ça me donne moins 8 comme résultat. Et donc, ça équivaut à x égale à moins 2. D'accord? Ça, c'est pour la numéro 2. Ensuite, on va faire la 3. C'est x au cube égale à 1000. Ça aussi, je pense que vous l'avez déjà vu. Vous savez que 1000, c'est bien égal à 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 10 au cube. Et donc, ça équivaut à x égale à 10. D'accord? Essayez toujours de penser que dans chacune de ces équations, ce que vous cherchez, c'est la valeur de x, telle que si vous l'élevez à la puissance 3, eh bien, ça vous donne le membre à droite. D'accord? Donc x égale à 10 c'est tel qu'effectivement, si je le mets à la puissance 3, ça me donnera 1000. Ok. Maintenant la quatrième, c'est un peu plus dur celle-là parce qu'elle exploite une propriété des puissances. Donc c'est x au cube égale à 10 à la puissance 15. Eh bien moi je peux remarquer que, par exemple, 15 s'écrit comme 5 fois 3. Je pense que là, vous êtes tous d'accord avec moi. Eh bien, alors, je me rappelle que j'ai une propriété des puissances que je peux exploiter pour dire que x au cube est égal à 10 à la puissance 5, le tout à la puissance 3. D'accord? Je vous l'ai mis en rouge pour vous faire comprendre qu'ici, il y a un produit à faire entre 5 et 3. D'accord? Donc, je peux conclure en disant que ça, c'est vrai du coup si et seulement si. Ça équivaut à x égale à 10 à la puissance 5 tout court. Voilà que je me l'encadre. Parce que c'est bon, c'est fini celui-là aussi. Ensuite, je passe à la quatrième, c'était x au cube égale à 10 à la puissance moins 6, je me le marque, x au cube égale à 10 à la puissance moins 6, et le dernier, je vais le marquer tout de suite, comme ça j'aurai plus à bouger l'écran, x au cube égale à moins 27 fois 10 à la puissance 9. Voilà, ok, faisons-les du coup. Alors ici aussi, je vais exploiter un petit calcul astucieux, je vais dire que x au cube est égal effectivement à 10 à la puissance, alors moins 6 est égal à moins 2 fois 3. Vous avez toujours intérêt à faire sortir un 3 quelque part, parce qu'il y a un cube qui doit apparaître à un moment donné. Donc je peux dire que ça en particulier c'est égal à x au cube égal à 10 à la puissance moins 2, le tout à la puissance 3. Et maintenant que j'ai le 3 à droite et à gauche, je peux dire si et seulement si x égale à 10 à la puissance moins 2. Bingo. D'accord? Très bien. Je passe du coup à la dernière de cet exercice, bien entendu. Alors là, je dois me faire encore plus malin parce que là, j'ai x au cube égale, alors, moins 27 d'abord. Occupons-nous de moins 27. Eh bien, 27, vous le savez, c'est 3 au cube. Or, avec le moins, je sais que du coup, si je fais 3 fois le produit entre moins, moins et moins, bah, ça sort encore un moins. Donc ça, c'est égal à moins 3, le tout à la puissance 3. D'accord? Ça fait moins 27 fois, et là j'ai 10 à la puissance 9, mais 9 c'est égal à 3 fois 3. Et donc je réécris ça une première fois comme x au cube égale à moins 3 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 3, le tout à la puissance 3. Et une fois que je suis arrivé ici, je remarque que là j'ai 3
et 3, donc c'est le même exposant, et que les deux bases, moins 3 et 10 à la puissance 3, sont différentes. Alors j'exploite une propriété des puissances qui me dit que ça peut se réécrire comme étant égal à, du coup, la même puissance pour les deux, c'est le 3, d'accord? Et dedans, je vais écrire, du coup, le produit entre les deux bases, moins 3 fois 10 à la puissance 3, ok? Et une fois que j'arrive ici, je peux dire que cela équivaut à x égale moins 3 fois 10 à la puissance 3. Voilà. Donc ça, c'est la solution, ok? Je vous les mets bien en évidence, les 6 solutions. J'espère que comme ça, vous pourrez comparer. Alors, j'espère que vous êtes en train de vous entraîner avec les exercices. Avant que je les corrige, c'est toujours essentiel de le faire par vos propres moyens parce que ça sert à développer votre autonomie et ça sert aussi à vous mettre en condition de résolution d'un exercice pour le moment où il y aura une évaluation. D'accord? Voilà. Super. Descendons donc à l'exercice 45 qui était l'autre exercice qui était à faire pour aujourd'hui. Alors le voici. Lui, c'était un exercice visiblement avec des inéquations. Alors les inéquations avec du coup la fonction cube. Et pour m'aider, pourquoi renoncer à une aide? Eh bien, je vais juste me faire toujours l'allure de la fonction cube. Vous allez voir, ça pourra m'être utile. C'est pas important de la faire super précisément. Je vais juste essayer de respecter l'allure graphique de base. Hein. L'important, c'est d'avoir une idée de comment elle se comporte. Ok. La première des 3 inéquations, c'est x au cube supérieur à 1. Alors, encore une fois, ici, la technique consiste à essayer d'abord de réécrire le terme, le membre du coup qui se trouve à droite, comme étant égal au cube de quelque chose. Alors lui, on le sait, c'est égal à 1 au cube. D'accord? Donc je réécris la même inéquation. Et du coup là, je vais juste dire que ça c'est vrai si et seulement si x est supérieur à 1. D'accord? Alors le fait que cette inéquation admet cette solution ici nous est aussi très clairement expliqué par justement le graphique que je me suis fait. Parce que maintenant, essayons d'interpréter qu'est-ce que cela veut dire. Alors, résoudre x au cube supérieur à 1, ça veut dire que je me place ici à la hauteur 1. Ok? Je regarde le point d'intersection, et moi, ce que je veux, c'est de savoir quand est-ce que la fonction, elle est supérieure à cette hauteur 1. Et donc, ça, c'est vrai, je le sais. Je regarde ici. C'est vrai du coup pour toutes les valeurs qui sont à droite de la valeur située sur l'axe des abscisses. Donc toutes les valeurs qui se trouvent ici dans la partie jaune. Ok? Mais quelle est donc la valeur en rouge que j'essaie de connaître? Eh bien cette valeur ici, elle m'est justement donnée par la solution de l'inéquation. Donc en particulier ici, ce sera juste x égale à 1. D'accord? Je le lis ici. Et c'est vrai, en effet, parce que 1 au cube, ça fait 1. Donc, pour que x au cube soit supérieur à 1, eh bien, il faut juste que x soit supérieur à 1. Donc ici, vous voyez x supérieur à 1. Ça en fait, c'est la même chose que dire que x appartient à l'intervalle 1 exclu, parce que c'était x supérieur strict, jusqu'à plus l'infini. N'oubliez jamais, les intervalles, c'est toujours une expression valable pour la solution d'une inéquation. Ok, je fais la deuxième maintenant. La deuxième, c'est x au cube inférieur ou égal à moins 8. Alors du coup, ici, j'essaye encore une fois de me réécrire moins 8 comme étant le cube de quelque chose, mais je l'ai déjà fait ça aussi. Et je sais qu'en effet, x au cube, ça se réécrit du coup comme étant inférieur ou égal à moins 2 à la puissance 3. Et ça, c'est si et seulement si. Du coup, je réécris le même symbole, x inférieur ou égal à moins 2. Ok? Alors, je regarde qu'est-ce que cela signifie graphiquement et vous allez voir, tout va être clair. En effet, dire que je veux que x soit inférieur ou égal à moins 8, eh bien ça veut dire que je me mets du coup à la hauteur moins 8, imaginons que, donc, que ce soit là, c'est pas grave si ce n'est pas précis, encore une fois, ça me sert juste pour me repérer au niveau du graphique. Ok, je regarde du coup quelle est la valeur des abscisses correspondant à cette valeur. Et ici, c'est ce que j'ai trouvé dans mon équation. Cette valeur-là, c'est bien égal à moins 2. Ok? Donc, moi, je veux savoir quand est-ce que x au cube est inférieur ou égal à moins 8. Donc, c'est dans cette partie-là en jaune. Et donc, ça correspond à cet intervalle-là. C'est-à-dire l'intervalle
qui s'écrit comme x inférieur ou égal à moins 2. D'accord? Autrement dit, x appartenant à l'intervalle, moins l'infini exclu, moins 2 inclus. Parce que ici, je suis en train de considérer une équation avec inférieur ou égal. Voilà donc la solution pour cette deuxième inéquation. Et je passe du coup à la troisième. Cette fois-ci, je vais même pas utiliser le graphique parce que j'ai compris quelle est la technique. Alors du coup, c'est x au cube supérieur à 1000. Encore une fois, je me réécris 1000 comme étant égal à 10 à la puissance 3. Et donc, j'écris que la solution, c'est x supérieur tout simplement à 10. Voilà donc la solution de la troisième. Ok, j'espère que c'était clair, ou également pour cette troisième équation. On va maintenant passer à la partie cours. Mais avant de faire ça, laissez-moi juste vous montrer un petit phénomène. Avez-vous jamais remarqué que quand une lampe projette une trajectoire sur un mur, eh bien cela ressemble à peu près à ça. Là on est chez moi, il y a une lampe que j'ai allumée, j'ai projeté le faisceau de lumière vers le plafond et il y a cette trajectoire qui est en train d'apparaître sur le mur. Alors, une fois que vous avez vu cette petite expérience qu'on peut faire chez soi avec une lampe, n'importe laquelle, essayons donc de commencer la définition de la fonction inverse. Vous allez voir donc quel sera le lien entre cette expérience, cette silhouette qui se trace sur les murs, et en particulier, qu'est-ce que c'est la fonction inverse? Alors, la fonction inverse se définit de la façon suivante. La fonction inverse est définie par l'expression suivante. Donc, f de x, la fonction, est égale à 1 divisé par x. Alors, faire donc cette opération sur x, donc vous prenez par exemple un nombre 2 et écrire 1 sur 2, ça se dit faire l'inverse de ce nombre. C'est pour ça que la fonction s'appelle la fonction inverse. D'accord? Donc, si je veux faire un exemple de calcul, je peux par exemple prendre, comme je vous l'avais dit, 2. Je calcule f de 2, donc l'inverse de 2, excusez-moi, et c'est du coup 1 demi. Voilà, ça c'est faire l'inverse de quelque chose. Donc faisons un autre exemple. Par exemple, je peux considérer l'inverse de moins 1, donc f de moins 1. Et bien ça, ce sera égal du coup à 1 divisé par moins 1. D'accord? Et donc ça fait comme il y a un seul signe moins, ça fait globalement moins 1. Donc vous voyez, f de moins 1, c'est égal à moins 1. L'inverse de moins 1, c'est bien égal à moins 1. Je peux continuer. Je peux par exemple prendre f de 0,5. Eh bien, ça c'est l'inverse de 0,5. Donc ça veut dire que si je fais 1 divisé par 0,5, aussi bizarre que ça puisse me paraître, eh bien ça fait 2. Parce que l'idée c'est que, vous savez, une division ça veut dire je prends ce qui est au numérateur, donc ce qui est en haut, et je me demande combien de parties de taille le dénominateur puis-je faire là-dedans? Eh bien, 1, vous le savez, c'est égal à 2 parties de 0,5. D'accord? Donc 1 divisé par 0,5, ça fait bien 2. Vous voyez la logique maintenant? Voilà. Ok. Oublions un instant cela. Voilà ce qui est donc la fonction inverse, c'est ça qui nous permet d'obtenir l'inverse de chaque nombre. Mais ce qui nous intéresse pour une fonction, bien sûr, on a appris à le faire, c'est du coup de, par exemple, s'intéresser à quel est son graphique. Alors pour faire cela, je vais donc définir son tableau de valeurs. Voilà. Et donc je vais marquer x f de x avec f de x égale à 1 sur x, et du coup je vais marquer quelques valeurs. Alors par exemple, si je mets moins 2, l'inverse de moins 2, ce sera 1 divisé par moins 2, ça fait moins 0,5. Okay? Si je mets moins 1, je l'ai déjà calculé, ça fait
moins 1, ça, inutile de le répéter, hein, le calcul est juste avant dans la vidéo. Je peux mettre par exemple moins 0,5. Alors ça se fera du coup 1 divisé par moins 0,5. Et comme c'est le même calcul qu'avant, sauf qu'il y a un moins, donc ça fait moins 2. D'accord? Et là, j'aurais un peu envie de mettre 0 dans le calcul. Et bien là, il y a un problème, parce que si j'ai choisi x égale à 0, le calcul que je devrais faire, ce serait, là je mets des guillemets parce que c'est une expression qui est super fausse, on ne doit jamais l'écrire, mais bon, je vous montre une fois l'erreur possible. 1 divisé par 0. Mais vous savez que, attention, 0, il ne peut jamais se trouver au dénominateur d'une fraction, c'est super interdit, d'accord? Ça n'existe pas. Donc ça veut dire que 0 est une valeur interdite, d'accord? Ça, je veux me le noter. 0 est une valeur interdite. D'accord? 0 ne peut jamais être donné en entrée à cette fonction. D'accord? Parce que sinon, j'obtiendrai comme résultat du calcul quelque chose d'impossible. F de 0 n'existe pas, tout simplement. D'accord. Donc, je vais passer du côté des positifs quand même. J'étais en train d'essayer de faire des images des nombres négatifs. Maintenant, passons aux positifs. Donc, je vais prendre plus 0,5. Ça, je l'ai déjà calculé, ça me fait 2 comme résultat. Puis, je peux prendre 1. Eh bien, l'inverse de 1, c'est 1 divisé par 1, donc ça fait encore 1. Je peux prendre 2, et ça me fait par exemple 0,5. Ok, j'ai maintenant 6 valeurs. Essayons de les mettre dans un repère pour obtenir le graphique de la fonction. Alors, je me fais un peu d'espace. Voilà, je me trace un joli repère. 0. Et donc ici, je vais marquer 1, 2. Là, je vais mettre la même chose. 1 et 2. Je complète un gradient donc mon repère un peu partout du coup. Voilà. Alors du coup, fixons les points que j'ai dont j'ai calculé déjà les valeurs dans le tableau des valeurs. Donc si x est égal à moins 2, eh bien f de x est égal à moins 0,5. Or moins 0,5 se trouve à peu près là. Donc moins 2, moins 0,5, c'est le point situé juste ici. Ensuite, j'ai moins 1, moins 1. Lui, il se trouve là, c'est facile, je l'identifie assez facilement. Et ensuite, pour l'abscisse égale à moins 0,5, j'ai bien que la valeur que je trouve est moins 2. Donc c'est juste là-bas. Ensuite, pour la valeur x égale à 0, on a dit c'est une valeur interdite, ça n'existe pas. Je passe du coup à plus 0,5 et je trouve que ici la valeur c'est 2. Donc je me retrouve magiquement de l'autre côté de l'axe des abscisses. Ensuite, je prends x égale à 1 et ça fait 1, juste là. Et ensuite, pour x égale à 2, ça fait 0,5. Donc c'est là, parce que 0,5 se trouve ici. Voilà une allure un peu particulière. Alors, je vous dis donc qu'est-ce que ça fait si je joins de bout à bout tous ces points. Je vais le faire plutôt en bleu foncé. Eh bien, ça vous donne une allure qui ressemblera à celle-là. Voilà qui se trace une fonction un peu particulière. Hein. Regardez. D'accord? Alors, cette fonction, la forme de cette fonction, c'est ce qu'on appelle une hyperbole. Ça s'écrit comme ça. Ça, c'est la lettre H majuscule. Hyperbole. Une hyperbole, c'est donc une forme qui avait été étudiée à partir de la Grèce ancienne. Et en particulier, ça a un certain lien avec la forme que je vous ai tout à l'heure indiquée avec la petite expérience de la lampe. En effet, si vous pivotez ce graphique et à la place de le regarder comme ça, vous mettez la tête penchée de 45 degrés et donc vous regardez, prenez juste ce morceau-là, d'accord? Celui-là. Ok? Zoomons-le un petit peu. Et regardez maintenant l'allure de ma courbe. D'accord? Cette ombre que je suis en train de repasser une deuxième fois, c'était exactement la forme que vous voyez apparaître avec la lampe. Vous vous rappelez? C'était très... Vous voyez, c'est pas une courbure très marquée. Hein.
Mais cependant, vous pouvez ici reconnaître assez facilement la même forme qui était mise en évidence avec le bord de la lumière avec ma lampe. Eh bien, ce phénomène, la production de ce phénomène, avait déjà été étudiée du coup par dans la Grèce ancienne, dans l'Antiquité, et c'est pour ça qu'on s'y intéressait justement, parce que c'était un phénomène naturel qu'on peut expliquer mathématiquement. On retrouve la même allure dans une courbe mathématique. Voilà. Maintenant que nous l'avons tracé, je vais juste vous marquer quelques propriétés pour cette fonction inverse. Alors déjà, j'aimerais revenir à la définition, parce que je vous ai dit que la fonction inverse est définie par l'expression suivante, mais je ne vous ai pas dit que son domaine de définition, donc vous savez, le domaine de définition, en fait c'est l'ensemble de définition, hein, c'est la même chose, domaine ou ensemble, c'est la même chose, d'accord? Ici vous pouvez dire soit domaine, soit si vous préférez ensemble, c'est la même chose. Ok? Eh bien son domaine de définition est, alors du coup c'est l'intervalle qui commence à moins l'infini, il arrive jusqu'à 0, mais 0, j'ai dit, c'est une valeur interdite. D'accord? Je vais me le mettre en rouge pour vous faire comprendre que 0, c'est vraiment super interdit. Et du coup, ici, je dois mettre le crochet de l'exclusion. D'accord? Réuni avec, du coup, l'autre moitié de l'axe des réels, donc la moitié qui commence toujours en 0 exclu, et qui arrive jusqu'à plus d'infini. D'accord? Parce que ici, qu'est-ce que je suis en train de dire finalement? Je suis en train de dire que je dois exclure de tout l'axe des réels la valeur x égale à 0. Parce que sinon la fonction elle est bien définie ailleurs. Hein. Vous le voyez bien. Elle commence à moins l'infini, elle continue. Une fois qu'elle arrive en 0, il y a un problème, mais après elle continue de 0 jusqu'à plus d'infini. D'accord? Donc son ensemble de définition est bien celui-là. Une autre propriété que nous pouvons maintenant déduire, c'est quel est son tableau des variations par exemple. D'accord? Donc je vais me le marquer. Son tableau des variations est le suivant. Du coup, je me trace mon petit tableau. Voilà. Je vais zoomer un peu. Essayons du coup de déduire. Du coup, je marque, comme toujours dans les tableaux des variations, pardon, je marque x et f de x. Alors, je peux aussi marquer directement 1 sur x ici. Je commence à moins l'infini, j'arrive jusqu'à plus l'infini, mais attention, je dois me marquer que j'ai une valeur interdite, c'est la valeur 0. Alors, pour me rappeler que c'est une valeur interdite, je fais une double barre. La double barre, ça sert à dire, en gros, attention, cette valeur-là, elle est interdite. D'accord? Interdite. Très important, ne l'oubliez pas. Ok? Valeur interdite. Très bien. Donc maintenant, regardons un peu l'allure, essayons de déduire si la fonction elle est croissante ou décroissante. Alors je regarde un peu. Imaginez, c'est simple, vous savez, pour s'en rendre compte, vous devez simplement imaginer de prendre une petite bille, par exemple, de la poser sur le graphique, de voir où est-ce que ça, si ça monte ou si ça tombe. Et bien si moi je la pousse légèrement vers la droite, je pense que vous pouvez facilement vous rendre compte que ici, la bille va continuer à descendre et que donc la fonction elle est décroissante. D'accord? Donc ici je peux mettre une belle flèche vers le bas. Ok? Et maintenant, refaisons la même expérience avec l'autre côté. Si je mets une bille là-haut, du coup, j'ai dû m'arrêter, vous avez vu, parce que x égale à 0, c'est une valeur interdite. Alors, si je passe de l'autre côté et que je mets une bille là-haut, elle aussi, elle va continuer à tomber. Vous voyez? Elle continue et elle continue toujours de descendre. Donc en fait, la fonction, elle est toujours décroissante, elle reste décroissante. Mais comme j'ai dû mettre une barre d'interdiction pour la valeur 0 au milieu, eh bien du coup, je dois mettre deux flèches séparées pour indiquer qu'elle est décroissante sur deux intervalles différents, donc de moins l'infini à 0 et des 0 vers plus l'infini. Alors cette propriété de la fonction inverse, elle est très importante. On va continuer dans le prochain et dernier cours aussi sur la fonction inverse de demain à voir quelles sont ses autres propriétés. Pour le moment, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.